Bonjour à nos chers auditeurs de Canal 10 de Culture Business. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau numéro de Culture Business avec nos amis. Alors, Culture Business, c'est quoi? On va encore expliquer puisque nous sommes là pour justement faire de la pédagogie, d'expliquer le principe. Alors, nous avons modestement pensé contribuer à travailler sur cette dynamique économique, participer nous aussi, mais dans une version qui serait plutôt d'un apport d'information, complément d'information, et de ceux qui ont déjà des structures, ceux qui sont en instance de création et ceux qui ont comme projet de se renouveler. Surtout avec le Covid, nous avons eu énormément de personnes qui ont voulu changer de voie et chercher aussi à se réaliser à travers l'entreprise. Alors nous, Culture Business, nous souhaitons et nous affirmons qu'il y a une méthode, il y a une manière de faire du business avec le cas de Karikira qui sous-entend que nous allons avoir une analyse, une réflexion sur notre identité, sur notre rapport aux affaires, notre rapport avec les ressources humaines, une autre manière de gérer nos ressources humaines, loin de tous ces conflits, de tous les adages qu'on a, complot annexe et complot à chien, on ne veut pas en blanc guider, voilà, nègre ne peut pas commander nègre, on va bannir tout ça. Avec un apport de professionnels qui vont être nos personnes ressources et au fil des émissions, vous apporter des compléments d'information et surtout faire en sorte que l'information soit accessible à tous. Merci d'être avec nous. Je vais me retourner vers mes chroniqueuses. Francine, comment tu vas? Très bien. Toujours heureuse d'être ici, retrouver nos téléspectateurs. Toujours aussi jolie. Merci beaucoup. Et je vais remercier Claudia Fortecop pour la boutique des créateurs, qui se trouve à Grand Camp. Alors, donc, allez-y, mesdames, parce que franchement, et les hommes aussi, parce qu'il y a aussi des modèles pour les hommes. En plus, elle a une arrivée très récente, hier, il y a de nouveaux modèles, dans le modèle que je porte aujourd'hui, qui est à Poncho. Et vraiment, il y a des modèles pour tout le monde. Allez-y. Les bracelets aussi, c'est ça? Les bracelets, tout. Vous avez des accessoires, vous venez là comme vous êtes et repartez impeccable. Alors, Ludivine, ça va? Très très bien, très contente d'être de retour du coup sur plateau. Ah oui, étant donné que oui. Nous allons justement, alors Brigitte est en route aussi, elle a un léger retard, donc nous allons nous retrouver au complet. Ça fait du bien, oui, pour la première fois depuis un petit moment quand même. Ça fait 2-3 mois qu'on est comme ça, 1, 2, 3, ça dépend. Beaucoup de malades parmi notre équipe. Exactement. Et puis voilà, on est au complet. Donc on attend Brigitte avec impatience. Alors on va aussi présenter notre invité. Nous avons en principe, je vais parler un peu du thème. Aujourd'hui nous allons parler de la Caraïbe. Nous allons nous demander justement quel est ce marché qui nous ouvre les portes. Et depuis tantôt, on parle d'ouverture interrégionale, on parle d'apport, on dit que nous sommes des frères, mais on a l'impression, malgré tout, qu'il y a des freins. On a l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on entend parler de la Caraïbe, les îles de la Caraïbe et la dimension des Antilles françaises, très souvent à part. On va essayer de comprendre tout ça, de dénouer un peu tout ça. Dans cette émission, je précise que cette émission va se faire en 2 volets. Nous allons aborder les questions de transport avec notre invité qui justement est un pilote. C'est monsieur Alain Andrea qui est pilote de ligne professionnelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Je vous remercie. Très bien, merci d'être avec nous. Nous allons avec vous, vous qui sillonnez la Caraïbe, vous qui découvrez et travaillez dans l'interrégional depuis combien d'années? Disons 30 ans. Ah ouais, d'accord. Je dis ça tout doucement. Voilà. On le dit plus fort. Donc on va voir avec vous justement quels sont les freins, on va voir aussi quel est le potentiel, quel est l'intérêt pour l'entrepreneur de Guadeloupe à voir à la Caraïbe, puisqu'on a toujours tendance à concevoir nos business toujours vers la métropole, la France, l'Hexagone, et non se rapprocher de ce bassin caribéen qui peut-être peut nous apporter des opportunités puisque nous sommes au niveau culturel très très proches. Nous allons aussi avoir monsieur Arnaud Archimède qui est de la société Wilst. Si j'ai bien dit, moi je ne suis pas trop l'anglais, moi ça... On s'entend bien ça à certains moments. Je te confirme, il y a des freins pour aller vers la Caraïbe. Oui, alors c'est le cofondateur du réseau des entrepreneurs caribéens. Donc, on va essayer de l'avoir par téléphone. On avait une petite difficulté, mais je pense qu'au niveau de la technique, on va trouver une solution.
parce que c'est un réseau d'entrepreneurs caribéens. Donc, Un incubateur. d'avoir leur témoignage, ça serait très, très intéressant. Ensuite, M. Dominique Virasamy, qui, la semaine dernière, avait mis en place une réflexion, un débat autour des présidentielles sur les dynamiques économiques que présente chaque candidat. Donc, on fera le bilan avec lui de cette opération et nous retrouverons Ludivine avec une nouvelle amie qui s'appelle Linda Francisque, Exactement. qui est une entrepreneuse. Tout à fait. Et tu vas nous présenter son parcours et ensuite nous allons conclure comme ça. Alors, restez connectés. Apparemment, vous aimez cette émission et on a beaucoup de retours, on est très contents. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Alain Andria. Donc, vous avez dit que depuis 30 ans, vous faites les COQI et que vous emmenez des chefs d'entreprise, c'est des personnalités publiques, qui exactement vous transportez? Oui, alors c'est très varié. Alors, je suis d'abord très heureux de participer à cette émission et de permettre quand même à davantage de gens de s'intéresser à la Caraïbe, à la vie de la Caraïbe et à notre participation en tant que Caribéens, que ça ne soit pas que des invocations ou que des discours de plateau et d'intention. Je reste en tant que membre du CORECA un militant également caribéen. Autre chose, je voudrais aussi préciser, je ne suis pas pilote de ligne. Pilote de ligne, c'est un titre bien particulier que je ne dispose pas. Je suis pilote professionnel instructeur. D'accord. Ce qui me permet quand même de fonctionner, de travailler dans la Caraïbe, disons, avec un avion. Mais mon éclairage ne sera pas celui d'un pilote. Le pilote, c'est un technicien. C'est juste un technicien qui a un outil. Et l'outil, maintenant, lui permet de fonctionner autrement que dans son précaré. Très bien. Voilà. Et tout comme le maritime, puisque je m'intéresse également au maritime. Et c'est vrai que ces deux options permettent donc de s'affranchir de l'isolement des Iliens que nous sommes. Nous sommes d'abord des Iliens, donc un espace exigu entouré d'eau et pour lequel contacter l'autre, vivre avec l'autre, avoir du matériel pose un souci, le souci de la communication physique. Et cette communication physique, ce transfert physique, ne peut se faire que par voie aérienne ou par voie maritime. Depuis une vingtaine d'années, s'est installé un autre mode de transport qui est le mode de transport numérique, qui permet également d'être en connexion de manière numérique dématérialisée. Les îles ont toujours eu ce souci et ont toujours mis en place tout le génie humain pour voyager. Les Caraïbes, les Arawaks naviguaient avec leurs pirogues et avaient des échanges commerciaux, avaient des échanges réguliers dans toutes les îles de la Caraïbe, y compris avec le continent. Donc nous n'étions pas si isolés que ça. C'était difficile, ça se faisait à la rame, ça se faisait à la voile, avec des canoës. Compliqué. Mais ils n'avaient pas le sentiment d'être exclus de la zone de la Caraïbe. Et c'était le peuple de la Caraïbe. C'était les îles de la Caraïbe, c'était la Grande Caraïbe. Or, avec l'arrivée des Européens, il y a eu un morcellement des îles de la Caraïbe, et ce morcellement a engendré toute une série de problèmes qui n'existaient pas, puisque selon qu'on était français, espagnol, hollandais, danois, on fonctionnait avec sa métropole. Donc toutes les îles de la Caraïbe ont subi à la colonisation cet isolement. Et cet isolement a continué, s'est développé, s'est aggravé, est devenu un gros frein. Et c'est pour cela que maintenant on se sent un peu isolé dans la Caraïbe. Et c'est là où intervient beaucoup plus maintenant les moyens technologiques, avions, bateaux, numériques, pour correspondre avec la Caraïbe. Quand je dis la Caraïbe, il s'agit de la Grande Caraïbe, la Caraïbe qui parle du Honduras, du Mexique, du Guatemala, en même temps que les grandes îles, Cuba, Jamaïque, Porto Rico, et les petites îles comme nous, Grenade, Grenadines, etc. Vous avez dit un isolement eu égard à la colonisation, mais
nous avons l'impression que ce sont que les Antilles françaises qui sont isolées, puisqu'il y a de la coopération et régulièrement entre les îles qui sont avoisinantes, entre la Dominique et les autres îles, il y a des échanges. Pourquoi nous avons l'impression que nous sommes isolés? Alors, ce n'est pas une impression. Ce n'est pas une impression. D'accord. Et je serais un peu méchant en disant qu'en Guadeloupe et en Martinique, il y a deux catégories, ceux qui se sentent isolés et puis les autres. Alors moi, je ne me sens pas isolé. Alors, je ne me sens pas isolé, pas parce que je suis pilote, parce que mentalement et par formation, même déjà enfant, j'ai été initié à la Voilà. J'ai été initié que les îles forment un tout. Les îles forment un tout. Et ce qu'il y a de commun dans les îles, ce sont les humains. Et les humains naviguent. Alors c'est pour cela, peut-être que ça m'a aussi poussé à être pilote ou à être navigateur, puisque je pratique également la marine. Et je suis toujours un peu hésitant, parce que je me dis, mais je suis en Guadeloupe par hasard. Oh là là. J'irai, ça me plaît. Mais ça m'arrive des fois de penser aujourd'hui à Dominique, un tel fait ci, ou tiens, j'aimerais bien être sur le marché de Sainte-Kitts ce matin. Ah ouais, ça aurait été super parce que j'aurais eu ça. Participer à la Caraïbe, on peut être physiquement bloqué en Guadeloupe, mais mentalement, voyager, être en contact téléphonique, être en contact numérique, être en contact par le biais de la culture avec les autres îles de la Caraïbe. Et le piège, c'est que pendant beaucoup d'années, nous nous sommes, on nous l'a instruit, mais nous nous sommes laissés faire. Nous avons aussi une part de responsabilité d'être focalisés sur l'Europe. C'était des choix, il y avait donc de gros intérêts en jeu, mais rien n'empêchait à d'autres personnes de regarder. Vous vous rendez compte, il suffit de se mettre sur la Pointe à l'Aigre et on voit Montserrat énorme. On voit Antigua et quand il y a beau temps, on aperçoit Sainte-Kitts. Et c'est grave de ne pas se dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tous les jours, nous prenons la route pour aller sur Basse-Terre, à la montée de Sapoti, du mont de Sapoti, avec la côte de Sapoti ou de Salé, on tourne le regard vers la mer, derrière les Saintes, on aperçoit la Dominique qui nous bouche l'horizon. Donc, se sentir isolé, c'est un état, mais ce n'est pas toujours la réalité. Alors, j'aimerais du coup rebondir sur cette question de voyage et avec une question que je pense le grand public se pose souvent et à laquelle vous pourrez répondre en tant que pilote. Géographiquement, nous sommes très proches de ces îles, comme vous le dites, mais comment expliquer que le voyage entre nous soit si cher? C'est-à-dire que le coût du voyage soit si cher, les billets soient si élevés pour effectuer de petites distances et que, d'autre part, maritimement parlant, ne soit pas, à part si je ne suis pas suffisamment informée, mais que ces voyages ne soient pas communs, voilà, faciles. Vous êtes bien informé, c'est bien la réalité. Alors, c'est une affaire commerciale. Transporter 400 personnes sur 7000 km avec un 747, ça coûte moins cher que de transporter 45 personnes sur un ATR 72 entre Pointe-à-Pitre et Sainte-Lucie. Donc déjà, il y a les capacités, les économies qui sont des économies d'échelle sont beaucoup plus avantageuses quand il s'agit de faire du transport de masse. Deuxièmement, le choix des transporteurs sont des choix politico-financiers. Déjà, une bonne partie du transport aérien, quand on a commencé à développer le transport aérien qui était hors de prix, vraiment hors de prix, ce transport bénéficiait d'une grosse subvention de l'État qui était simplement toute la série de fonctionnaires qui devaient voyager pour lesquels l'État déboursait tranquillement. Et Air France, pour ne pas la nommer, avait une rente. Donc pouvait, en réalisant des marges sur l'État,
eh bien, offrir un billet de 7000 km à un tarif acceptable. Bon. Le transport maritime qui s'opérait entre Le Havre et les Pointe-à-Pitre, ou Le Havre, Fort-de-France, ou Dieppe, Fort-de-France, mais ce sont de gros cargos ou des paquebots. Bon, c'était la saison de Flandre, Antilles. Après, il y a eu la série des armements italiens et les Grimaldi avec Irpinia, Ascania. Mais d'un seul coup, on transportait 800, 1200 personnes. Et vous prenez Liberty Ship, vous prenez Express des Îles, ça n'est pas du tout le même nombre de passagers que l'on peut transporter. Donc déjà, cette équation comptable augmente les prix. Deuxièmement, la politique même du gouvernement incitait à cet échange bilatéral exclusif, comme du temps de Colbert, comme du temps de Richelieu. Alors, quelques hardis s'aventuraient dans la Caraïbe et cela fonctionnait. Sur le plan économique, en même temps que se développait un transport de masse et un transport économique massif de fret entre l'Europe et les Antilles, c'est-à-dire que ce soit les produits manufacturés qui arrivaient, les véhicules, les biens de consommation, dans l'autre sens, la banane, le sucre, un certain nombre de choses. Dans la Caraïbe, la réponse caribéenne, alors guadeloupéenne, martiniquaise, Sainte-Lucie, Dominique, c'était le commerce de ce qu'on appelait le colportage. Je rappelle que le colportage a joué un rôle extraordinaire dans le transport interile, que ça soit sur le plan économique, que ça soit sur le plan humain, que ça soit sur le plan culturel. Quand quelqu'un voulait un disque de jazz ou un disque de calypso qu'on ne trouvait pas, eh bien, il commandait en disant à la colporteuse, bien, l'orque à Trinidad, portez un calypso à Mighty Sparrow, mené pour moi, aïe aïe aïe, Doudou Darling, entre autres. Et cela restait quand même à une échelle pas comparable. Oui, mais monsieur Andrea, justement, sur cette notion de coopération, on entend énormément justement la coopération au niveau musical, toujours musical. Mais nos pays sont quand même dans une situation difficile économiquement. On entend parler du 6e continent. Il y a énormément de structures, justement, on va faire le point avec Brigitte, qui nous listera les différentes organisations qui travaillent sur les questions de coopération économique notamment. Et on aimerait comprendre pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette enclave-là, qui veut que c'est un objectif de développement. La coopération, la déclaration de Basse-Terre en a largement parlé. À chaque fois qu'on parle d'autonomie, on parle d'ouverture sur la Caraïbe. On dit que nous avons, au niveau des formations, nous avons la possibilité, surtout dans le domaine de l'agriculture, des coopérations à faire. Au niveau de Cuba, il peut y avoir, au niveau médecine, il peut y avoir des échanges. On ne cesse de le dire. Et concrètement, on a l'impression qu'on n'avance pas plus. Je profite de cette transition pour introduire Brigitte qui vient d'arriver. Comment tu vas? Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre. Ça fait bientôt maintenant 2 mois. Donc très contente d'être présente ce matin et surtout sur cette question qu'est le sujet de la Caraïbe. Que tu affectionnes et sur lequel tu as beaucoup travaillé. Alors, beaucoup travaillé, enfin, oui, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que tout comme Daniel Andrea, j'étais membre du CORECA, je suis toujours membre et sympathisante du CORECA, donc Contact Recherche Caraïbe, qui est une structure, une association qui justement fait de la coopération populaire. Donc, c'est vraiment le rapport entre les hommes, les institutions, entre les populations de ces différentes îles. Et il est vrai que cette coopération, alors on parle de coopération économique certes, mais elle ne peut se faire, et c'est le langage que l'on tient énorme, tous les coopérants en fait de la zone, c'est que la coopération ne peut se faire sans fraternité. Et donc, avant tout business qui peut être développé, il faut apprendre à connaître son frère de la Caraïbe, donc échanger avec lui. Donc ça commence vraiment par le bien des relations entre les hommes de la coopération populaire. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Andrea, Alain,
on est dans une région, dans la zone Caraïbe, effectivement, il y a un certain nombre de territoires et toutes les îles de la Caraïbe, on le sait très bien, n'ont pas la même gouvernance, ne sont pas dirigées de la même façon. On a des gouvernants qui sont à la tête d'État, de territoire et de collectivités territoriales comme nous, Guadeloupe, Martinique. Et bien sûr, Saint-Martin. Alors, je ne sais pas, pour préciser vraiment la chose, nos situations politiques sont très différentes, en dépit d'une situation géographique et d'une histoire commune. Notre positionnement politique est très différent, puisque un grand nombre de ces îles sont indépendantes depuis les années 60-70, années 80. Donc, quand on parle de marché économique, de coopération, généralement on parle de la Grande Caraïbe, donc les 32 États, territoires et collectivités. Alors, le commun des mortels entend souvent parler de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, le CARIBCOM, donc qui est le marché de l'OECS, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Alors, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de faire un point sur ces différentes organismes, institutions et outils surtout qui nous permettent à nous Caribiens d'échanger et de structurer les échanges entre les États, mais aussi on verra par la suite et probablement dans un déroulement beaucoup plus approfondi, les relations entre entrepreneurs. Alors, si on commence par l'AEC, alors il y a des diapositives qui vous seront en principe lancées. Donc, l'AEC, qui est l'Association des États de la Caraïbe, c'est une structure, une association qui est née de la volonté de 32 États, donc, comme je disais tout à l'heure, des pays, des territoires de la Grande Caraïbe. Donc, l'AEC a été créée en 24 juillet 1994. Donc, l'objectif de cette structure est d'améliorer la coopération au sein de la région. Donc, l'AEC se définit comme étant une organisation de consultation, de coopération et d'action concertée pour l'ensemble de ses pays membres. Pour l'ensemble de ces pays membres. Donc, en son sein, l'ensemble des pays membres de l'AEC trouve en son sein un forum où ils peuvent débattre politiquement de la situation de leur territoire, donc identifier et exprimer des domaines d'intérêt et surtout des préoccupations communes au niveau régional. Donc les solutions qui sont trouvées généralement portent sur 5 domaines de coopération, donc qui sont la préservation et la défense de la mer des Caraïbes. Donc c'est affiché sur la slide que vous voyez à l'instant, la deuxième slide. Donc la préservation et la défense de la mer des Caraïbes, le tourisme durable, le commerce et les relations économiques extérieures, les catastrophes naturelles et bien entendu le transport. Donc les transports du moins, puisqu'on est en présence de transports maritimes et aériens, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, qui est, nous ne l'oublions pas, si cette thématique du transport en fait est essentielle et on dirait même fondamentale, puisque s'il n'y a pas de transport, on ne peut développer les 5 domaines qui viennent d'être cités et donc développer des relations, qu'elles soient économiques, qu'elles soient simplement de complaisance en fait, de relations en fait, d'échange d'une manière générale avec les autres pays. Autre structure très importante dans la structuration des échanges que nous avons avec nos pays caribéens, c'est l'OECS, donc l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, qui, lui, est issu d'un traité du 18 juin 1981. Donc, c'est une organisation intergouvernementale qui est dédiée essentiellement à l'intégration au sein de la région. L'objectif étant d'harmoniser et de faire l'intégration économique et de protéger les droits de l'homme. Il faut savoir qu'en 2011, il y a eu une modification, on va dire, un amendement du traité qui portait sur la libre circulation des biens, des personnes et des services, ainsi que des capitaux dans l'ensemble des pays membres de l'OECS. Alors, chose que j'ai oublié de préciser, l'ensemble de ces, donc tant l'AEC que l'OECS, il y a des membres de droit, des membres associés. La Guadeloupe et la Martinique font partie de membres associés, donc n'ont pas de droit de vote. Depuis la Guadeloupe, la Martinique depuis 2018, me semble-t-il, et la Guadeloupe dernièrement, très récemment. Très récemment. Donc, ce qui explique le pourquoi de nos non-participations à certaines prises de décision dans la région. Et puis,
à nos participations aux crises de la région, et puis à certains, on voit dans certaines manifestations sportives, notamment footballistiques, le positionnement, et tout le monde décrit du nom, quand on parle d'hymne national, nous avons tous vu comment ça se présente. Alors là, ces deux institutions, donc l'AEC et l'OSCS, donc ce sont les principales. Après, vous avez d'autres dispositifs, d'autres organisations moins gouvernementales, on dira, qui régissent et qui accompagnent ces deux institutions. D'un point de vue économique, il y a un outil qui est très intéressant, qui a été mis en place depuis fort longtemps, depuis 1973 en tout cas, qui est le CARICOM. On entend souvent parler du CARICOM, donc c'est le marché commun des Caraïbes. Alors je donne que la signification en française, et pas la peine de la donner en anglais. Donc marché commun des Caraïbes, qui est un accord commercial qui a été signé au départ par quatre États, donc Trinidad et Tobago, Barbade, la Guyana et la Jamaïque. Donc aujourd'hui, cette communauté caribéenne est composée de 15 pays, et donc Antigua, donc de toute la Grande Caraïbe, enfin pas toute la grande, une grande partie de la Grande Caraïbe. Et l'objectif de cette institution, de ce marché en tout cas, de cet accord commercial, est de renforcer les liens interétatiques et de créer un marché commun unique au pays de la Caraïbe. Donc, cet accord commercial, en fait, définit les instruments d'intégration donc économique qui facilitent les relations donc économiques entre les territoires, et précise les bases de relations entre les organisations internationales et les États de la Caraïbe. Donc, le CARICOM est très intéressant, puisque ça permet aux pays membres, je dis bien aux pays membres, de développer de meilleures relations économiques. Et par la suite, dans un deuxième temps, on verra dans les prochaines sessions quelles sont les relations avec nos territoires et départements d'outre-mer. Voilà, très bien. Une petite Merci, précision. Brigitte. Je me retourne tout de suite vers M. Alain Andria pour... ces structures existent et fonctionnent, et j'entends l'argument de Brigitte qui dit qu'on cherche peut-être à mettre en place une coopération au niveau culturel, au niveau sociétal, historique, avant d'impulser une dynamique économique. Aujourd'hui, de nombreux Guadeloupéens ont mis en place des ponts entre la Guadeloupe et la Chine. Il y a beaucoup de produits qui sortent de la Chine. Comment expliquer que cette ouverture se fait, pourtant nous ne sommes pas entre État à État, parce que c'est le business qui ouvre les portes. Pourquoi peut-être, c'est une question que je pose, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, par rapport au fait que nous avons une monnaie beaucoup plus forte, est-ce qu'il ne faudrait pas inciter nos entrepreneurs à justement ouvrir cette porte-là en attendant, puisque ça fait un moment qu'on est dans la coopération, toutes ces structures existent depuis longtemps, et on n'a pas l'impression que cette fameuse porte est ouverte. Alors là, je ne voulais pas vous imposer de grosses lectures, mais bon, je profite que ça serait intéressant, bon, pour ceux qui ont le courage ou le temps, de revoir une communication de Mme Ranili Verger-Després, qui est une géographe en Martinique, et qui pose, qui a mis peut-être près d'une année à travailler sur ça, et qui pose vraiment les freins. Disons qu'il y a des freins administratifs, et il y a aussi des freins douaniers. Tous les pays n'ont pas la même organisation douanière. Tous les pays n'ont pas ensemble le même volume choisi d'importation et d'exportation. Bon. Et il y a après, physiquement, comment amener un produit d'un point à un autre. Ça fait près de 50 ans qu'on n'arrive pas à résoudre cela. La Chine, c'est simple. La Chine, étant une puissance, a choisi depuis quelques années de s'ouvrir sur le monde. Décision politique, le reste suit. Le reste suit, et c'est beaucoup plus facile, effectivement, de commander des masques en Chine, plutôt, bon, je prends l'exemple que Jamaïque, si la Jamaïque en produisait. Pourtant, je prends l'exemple de la Jamaïque. La Jamaïque est en train de devenir un hub
maritime. Alors on appelle un hub des noyaux, des points de convergence et de convergence et de redistribution de certain nombre de produits. Donc il existe en gros 3 types de hubs. Le hub maritime, le hub aérien et depuis quelques années le hub numérique. Bon, la Jamaïque, actuellement le gestionnaire du port de la Jamaïque, c'est quand même la CGM, qui est qu'un opérateur ici. Mais là, le gouvernement de la Jamaïque, pour développer la Jamaïque, eh bien, a choisi d'investir humainement, d'investir financièrement. Et la Jamaïque étant dans le même angle d'ouverture de Panama, il n'y a vraiment pas de souci. C'est-à-dire, avant de venir en Guadeloupe, bien là, c'est aussi facile d'aller en Jamaïque. Donc, les échanges de ces produits-là vont passer d'abord par la Jamaïque avant d'arriver sur la Guadeloupe. L'opérateur CGM et même un deuxième opérateur mexicain qui s'appelle Griver, ils ont mis en place un système de transport qui permet de faire le tour de la Caraïbe maritime en 21 jours. C'est-à-dire un produit, normalement, mais ne dépasse pas 21 jours pour faire le tour de la Caraïbe. Bon, c'est déjà un plus. Mais ça n'est pas suffisant. Puisque de Chine, il mettrait 15 ou 16 jours. Si je comprends bien, M. Alandria, donc il faudrait que, vous avez parlé en préambule, c'est quelque chose que j'ai noté, qu'il faut qu'il y ait l'existence d'une demande d'un marché pour que justement ces opérateurs, vous avez parlé de la Chine, la volonté politique, mais il y a toujours une volonté économique en avant. C'est la volonté économique qui influence la volonté politique. Est-ce que c'est ce marché-là, au niveau des entreprises, n'est pas, comment dire, est-ce qu'il ne représente pas un enjeu? Ben c'est un enjeu, mais suffisant. On quitte l'économie, on reste en politique, mais c'est le choix des décideurs politiques qui doivent fonctionner avec des opérateurs économiques qui sont puissants. Ces opérateurs économiques sont puissants, ils imposent un certain nombre donc, de décisions qui sont des décisions qui sont rentables économiquement. Alors ces décisions sont rentables économiquement pour les entreprises, mais pas forcément pour la population. Très bien. Français, mais moi, j'entends dans les propos de M. Andrea qu'en fait, la volonté politique, elle est importante. C'est elle qui va guider tout ça. C'est le politique de la volonté qui paye. économique, on est d'accord. C'est le politique qui paye. On est d'accord. Mais notre statut politique aujourd'hui, il est ce qu'il est. On est d'accord. Est-ce que notre situation par rapport à la Caraïbe et les relations qu'il y a entre la Guadeloupe et la Caraïbe, est-ce que c'est figé? Non, est-ce qu'il y a des solutions? Non, nous avons droit politiquement à l'expérimentation. À l'expérimentation. Oui, rien n'interdit aux décideurs guadeloupéens ou martiniquais d'expérimenter, c'est-à-dire de faire des propositions au gouvernement. Nous allons expérimenter telle chose, tel partenaire, de faire valider et de fonctionner. Donc, seulement, il faut être sûr de ce qu'on veut vendre, de ce qu'on veut acheter. Et puis, la Caraïbe ne nous a pas attendu pour acheter des produits manufacturés. Et nous, qu'est-ce que nous allons leur proposer en Guadeloupe? J'aime beaucoup vos propos. Même pas du café, puisque 60% du café que nous consommons local est importé de la Dominique. Bon, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est ça. Parce que le café pur que nous produisons, la pochette verte, là, je ne donne pas le nom, il coûte trop cher. Enfin, pas il coûte trop cher, il vaut son prix. C'est ça. On va saluer M. Virasamy Dominique qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du SNEG. Donc, on va tout de suite parler avec toi pour faire le bilan de l'opération que tu as menée. On revient vers Je termine. Ah oui, pardon. J'aime bien reformuler, j'aime bien que ça soit bien compréhensible. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que nos représentants politiques aujourd'hui peuvent prendre la décision d'expérimenter un produit, de produits quelconque. D'expérimenter des échanges. Des échanges avec la Caraïbe. Oui. Donc, la question est en suspens. Il faut qu'on évite le politique parce que je voudrais bien entendre leur situation là-dessus. On ne peut pas rester dans cette situation-là. Mais si, tu sais, M. Andrea a parlé d'échanges produits manufacturés. Je pense que ce n'est pas dans ce cadre-là. On est d'accord. Nous avons un niveau, au niveau de formation qui est plus évident. Pourquoi allons-nous échanger du café avec la Caraïbe? Monsieur Virasamy, votre avis sur la question et ensuite on reviendra vers vous parce que l'heure file. Oui, tout à fait. Merci de cette invitation.
il y a plusieurs choses qu'il faudra prendre en considération. Et les personnes qui sont sous la table l'ont évoqué. Nous vivons sur une latitude commune. C'est-à-dire que les mêmes fruits et légumes que nous avons en Guadeloupe, nous les avons dans la Caraïbe. Et donc, ce qui veut dire qu'on n'a rien à apporter sur ce plan-là aux Caribéens. Seulement, quand je dis ça, il y a un échange à faire, puisque nous avons un potentiel de personnes. Notre premier, comme on dit en Guadeloupe, notre première famille, c'est notre voisin. Et donc, du coup, on a plus intérêt à commercer avec la Caraïbe plutôt que de commercer à 10 000, 20 000 kilomètres de chez nous. Seulement, il y a des barrières qu'il va falloir franchir. La première, c'est que dans les pays hispanophones et anglophones, il y a ce qu'on appelle les negative lists, qui sont encore là, et parce que ce sont des produits qui ne peuvent pas rentrer sur leur territoire. Comment couper cette barrière? Et ma voisine a parlé tout à l'heure du CARICOM, sauf que ce qui s'est passé, c'était une très bonne chose, sauf que nos dirigeants n'ont pas été amenés à discuter avec les Caribéens. Du fait de positionnement de membres associés. Oui, mais ce sont les personnalités ministérielles de l'État qui étaient habilitées à aller communiquer avec les Caribéens. Ce qui est important de savoir, deuxième chose, c'est que nous avons des produits qui sont normés, nous avons des produits qui sont frappés par des normes européennes, tandis qu'il y a des produits dans la Caraïbe qui sortent des États-Unis ou autres, de voisins, et qui ont des normes qui sont interdites sur notre territoire. Je donne juste un exemple. À un certain moment, je ne sais pas si ça a changé, j'espère que oui, le fast-food qui a un M, pour ne pas faire de publicité. À un certain moment, ils recevaient de la viande pour faire des hamburgers directement de Barbade, et cette viande-là était importée du Texas. Or, cette viande-là qui est transgénique est interdite sur le territoire européen. Donc, vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Voilà, donc il y a des barrières à faire sauter pour que nous puissions commercer et dialoguer et communiquer avec nos voisins. Seulement, il va falloir que nous ayons une conversation d'homme à homme avec nos voisins de la Caraïbe, ce qui n'est pas facile. Très bien. Alors, sans oublier, je veux rajouter, sans oublier que nos relations vont être peut-être un peu plus tendues, parce que depuis que l'Angleterre est partie du Brexit, la migration des Caribéens ne se fait plus de la même manière. Donc ces Caribéens-là seront tentés d'aller vers d'autres îles, ce qui est un réflexe normal. Très bien. Alors on va justement avec vous, Dominique, faire le point sur une opération. On va faire une transition et on reviendra vers vous, monsieur Alain Andrea, pour la conclusion. Parce que nous sommes un concept très très rapide, il faut aller très vite. Brigitte, tu avais une question, c'était ça? Non, pas une question, mais juste une remarque. Tout à l'heure, Alain Andrea parlait des difficultés, effectivement, de positionnement de nos territoires, tout comme M. Viram Sami. N'oublions pas que c'est le statut de membre associé et non pas de membre de droit de la Guadeloupe et de la Martinique qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut aller au-delà de ce qui existe. Et aujourd'hui, les représentants, donc collectivités territoriales et conseils régionaux, collectivités régionales, ont effectivement accompagné dans le cadre de salons, dans le cadre de négociations avec des privés, développer des lignes aériennes, enfin tenter de mettre un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que ça ne peut pas aller plus loin. Et il y a lieu, comme disait tout à l'heure François Aimé, de vraiment pousser le bouchon, en fait. Pousser le bouchon. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très riche, très enrichissant. Le temps est court aujourd'hui. Donc, dans une deuxième session, on aura les instances en question et qu'on invitera. Un concept un peu plus long aussi. Voilà. Monsieur Virasamy, on revient vers toi. Oui. Alors, cette opération, tu avais tenté justement, en réunissant des forces économiques et ton organisation, le SNEC, de réunir les candidats aux élections. Les représentants. Très important. Les représentants des candidats aux élections présidentielles. Et donc, tu avais établi un certain nombre de contacts, de relations avec eux, et tu les avais invités à Gourbert, et nous étions, nous aussi, présents, Culture Business, pour apporter notre concours. Et faisons le bilan de cette opération, puisque c'était une initiative importante, puisque nous allons voter le 9.
Voilà. Alors, déjà, je voudrais remercier le partenaire que Culture Business a été pour cette opération, un partenaire très efficace d'ailleurs. Et donc, je salue toute l'équipe. Et donc, nous avons, dans cet espace politique, comme il y a eu, il n'y avait pas de débat, et à mon avis, il n'y a pas de débat de programmé pour les candidats ou les représentants de candidats. J'ai trouvé le bon aloi de pouvoir mettre en place un grand oral, puisque j'ai eu la chance de l'avoir fait en 2017 à Paris, à l'hôtel de l'Industrie, et donc j'avais réuni les représentants des candidats. Et d'ailleurs, à cette période-là, c'est M. Chalus qui a représenté M. Macron à l'époque. Et donc, c'était très bien, bon, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème. Et donc, cette année, on a décidé de rester au pays, et avec mon association, nous avons décidé de mettre en place ce grand oral. Si vous pouvez juste nous préciser le SNEG. Le SNEG, c'est sauver notre entreprise guadeloupéenne. J'excelle dans la protection et la défense des chefs d'entreprise, notamment les indépendants, qui sont martyrisés et tyrannisés par le RSI. Et donc, on aura l'occasion de parler. Ça sera l'occasion de notre émission. Ah oui, parce que là, on parle de ce sujet. Avec un certain nombre de victoires, puisque ce matin encore, j'ai eu une très bonne nouvelle, puisqu'il y a un adhérent qui... je m'excuse si je ne nomme pas son nom, par protection de l'identité, qui avait un souci, parce que c'est que durant la période du Covid, on avait supprimé les prélèvements et les moratoires. Et donc, du fait que nous sommes sortis, ils ont accéléré, et la période où les personnes devaient payer les mensualités, ils ont fait ça dans un seul tenant, pour réclamer la somme à payer. Et donc moi j'ai écrit, comme j'ai une excellente relation avec Mme Catherine Légeron, directrice de URSAF, j'ai écrit et nous avons une satisfaction, et je peux dire aujourd'hui que toutes les mensualités qui n'ont pas été perçues dans la période Covid seront reportées à la fin du moratoire. Donc, ce qui veut dire que je salue, je remercie l'URSSAF de nous avoir donné, l'avantage à ce niveau-là, et nous continuons à travailler. Et donc, voici un petit peu le travail du SNEC. Et donc, revenons à ce grand oral. J'ai pris la tâche de communiquer avec les 12 représentants, enfin, 12 personnes censées représenter les candidats. Et donc, jusqu'à 15 jours avant ce délai, nous avions 8 personnes qui nous avaient donné un accord de principe. Une semaine avant, on s'est retrouvé à 6 personnes. Et 3 jours après, il y a un représentant, je ne sais pas, parce que s'il faut en citer un, il faudra citer tout le monde. Donc je vais simplement ne pas citer comme ça, ce sera mieux. Donc il y en a un qui m'a dit qu'il n'y a personne pour l'instant parce qu'ils doivent partir à Paris, blablabla. Et pour faire très court, on va dire 48 heures avant, ou même 24 heures avant, j'avais 5 personnes qui ont confirmé, qui vraiment confirmé qu'ils seraient présents. Et donc, j'ai dit OK. Quelques heures avant, au moins une dizaine d'heures avant, je reçois un message d'une personne qui me dit, le représentant qui me dit qu'elle est à Martinique et qu'elle ne pourra pas venir parce qu'elle est covidée. Et en même temps, j'apprends qu'elle devait partir en Guyane. Enfin, moi, je n'ai pas trop compris. Et bon, pas de problème. Donc, on s'est retrouvés à 4. Donc, 2 heures avant le jour J, je reçois un texto, un WhatsApp d'une représentante à 7h58. Je précise, comme ça cette personne saura de qui je parle, qui m'envoie, qui me dit oui, j'ai comment on appelle ça encore, un Zoom avec le national, bref, j'ai pas trop compris, donc on s'est retrouvé à 3. Puis après, il y a eu un candidat qui est venu, un représentant de candidat qui est venu, d'ailleurs, je crois que demain, les images seront projetées sur Canal 10, donc à 18h, donc vous verrez quel représentant de candidat. Non, on peut citer. Voilà, bon, il faut citer, c'est M. Olivier Nicolas qui représente le PS, qui était présent à l'heure, tu étais présent, tu as vu, il était présent à l'heure, et j'ai dû appeler une représentante d'un candidat qui m'annonce à ce moment-là que, comme elle n'a pas dormi, puisqu'il y avait une députée qui était en Guadeloupe, et donc finalement, elle est fatiguée, elle ne pourrait pas venir. Je dis OK. Et puis il y en a un autre, dont la représentante est arrivée samedi après-midi, qui me dit « Ah ouais, je suis un peu bousculé, je ne peux pas venir. » C'est pas très sérieux, je vais expliquer en 2 temps 3 mouvements. C'est pas très sérieux, parce que Canal 10, vous ne citez que Canal 10, qui fait un travail énorme pour faire une proximité
pour donner l'occasion, puisque les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de communication, on ne sait rien. Donc, il y a des gens comme moi, et il y en a d'autres, hein, qui s'engagent à faire des émissions. Canal 10 dépêche un caméraman. C'est pas rien, faire descendre un caméraman de ça mérite un minimum de respect. Deuxième chose, dans la parole donnée, vous êtes des représentants de candidats. Je suis vraiment désolé, mais quand vous venez, vous acceptez, vous pouvez avoir un contretemps, ça peut arriver. Mais au moins, appelez, dites que je ne peux pas venir suffisamment tôt. Faites-vous représenter aussi. Il y a eu, à leur avantage, il y a eu, alors du coup, comme nous sommes retrouvés avec un seul représentant, nous avons décidé de transformer ce grand oral en une table ronde. Et M. Olivier Nicolas, pendant plus de 45 minutes, a très bien exposé la vision de l'économie de l'outre-mer de sa candidate. Et il a accepté, pendant presque 2 ou 3 heures supplémentaires, à prendre les questions des personnes qui étaient dans l'assistance. Il y avait un très bon niveau. Il y avait déjà toi, qui a posé des questions très efficaces. Il y avait Mme Panchard, Marie-Luce Panchard, vice-présidente de la région. Il y avait Mme Maggie Cellini, ancienne élue de la région. Il y avait Mme Danois, expert avec son association dans la question de l'eau. Il y avait surtout aussi M. Christian Ténora-Balzac pour les énergies renouvelables. Et il y avait M. Degrange, qui a représenté le CIPA, je crois, si ma mémoire fait pas défaut. Donc, ce qui veut dire qu'on avait M. Éric Coriolan, et puis il y avait aussi M. le maire, M. Claude Edmond, qui était présent, et puis il y avait d'autres personnes. Bon, juste pour terminer, je te donne la parole. Ce que je veux dire, c'est que il y a tout un ensemble de personnes qui font des efforts pour apporter la chose politique dans votre assiette, et les gens ne viennent pas. Je trouve ça un peu insultant pour nous, pour mon association, pour Culture Club, pour Canal 10 et puis pour les invités qui étaient présents. Et insultant aussi pour les votants. Et insultant pour les votants. C'est là où je voulais arriver. Parce qu'ils ont besoin de nos votes. Je parle de nous, les entrepreneurs, puisqu'il s'agit de Culture Business, mais de tout le monde. Et ils ne viennent pas. Ils ne préviennent pas. Pour moi, c'est plus qu'une insulte. Mais ce qui est plus grave, madame. C'est plus qu'une insulte. Ce qui est plus grave, c'est que à 9h10, c'est moi. Oui, non, je donne la parole. À 9h10, c'est moi qui appelle Mais non, c'est pas possible. Une représentante. À 9h15, c'est moi qui appelle un représentant. Oui, mais vous étiez censé être là à 8h45. C'est eux qui vont diriger. Vous n'êtes pas là. Excusez-moi, mes amis. Ce qui est prioritaire. Oui, il faut que je rattrape tout ça. C'est vrai. Il faut que je rattrape tout ça. Non, ce qui est d'autant plus décevant, c'est que l'objectif de ce grand oral était vraiment de discuter du programme économique des Outre-mer. Donc c'est quoi? C'est apporter à la population. On est en pleine crise sociale. On a eu une crise sociale, un grand mouvement social en novembre. On est dans une situation structurelle qui perdure depuis beaucoup trop longtemps. Alors, à tout moment, on essaie de trouver, on va dire des représentants, des dirigeants, État, région, département, etc., et même à l'échelon le plus proche, local, communal, essaie de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est les jeunes. Tout à fait. D'accord? On a que ça, on découvre en Guadeloupe qu'on a des jeunes. Et relance. Voilà, relance les jeunes, et on découvre qu'on a des jeunes aujourd'hui en Guadeloupe depuis quelques temps. L'objectif, c'est quoi? C'est de présenter à cette population qui est dans l'attente de solutions, de mesures efficaces et qui devraient en tout cas être rapidement mises en œuvre, des informations. Et ces personnes qui sont des représentants de ces futurs candidats, donc personnes qui vont diriger, qui sont amenées à diriger, ne se présentent pas. Donc c'est vrai que c'est particulièrement décevant, honteux pour les organisateurs, mais surtout pour cette population qui est en attente et qui reste encore une fois sans réponse. Et si je peux me permettre, c'est juste un petit truc. 5 minutes. Ce n'était pas un débat. Le grand oral, c'était des auditions. Donc, il n'y avait pas de confrontation. Les gens venaient, pendant 30 minutes, ils exposaient leur truc, ils répondaient à d'autres questions et ils repartaient. Donc, il n'y avait aucune chance de créer un conflit entre les candidats. Voilà. Français, mais tu voulais réagir? Je fais une remarque de plus, et on sait tous que les Guadeloupéens, ils boudent les élections. Ouais. Alors, quelle est la volonté, en fait? À qui profite le crime? Moi, je pose toujours la question. Restez en réflexion. Alors, Ludivine, on ne va pas pouvoir recevoir ton invité, donc il faudra l'informer, c'est trop tard. Maintenant, on prend l'engagement de la recevoir la semaine prochaine.
Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce qu'elle fait? Alors, il était question de présenter Pikianga, qui est une structure, une entreprise qui propose en fait des produits, qui met en avant l'artisanat local, antillais et caribéen, donc qui propose des produits gourmands, authentiques, originaux, faits par des artisans. Elle propose des paniers gourmands et elle a en fait, donc Linda Francisque, mon invitée, elle a en fait une proximité avec nos artisans d'ici, de Guadeloupe, mais notamment des Antilles et de la Caraïbe, pour mettre en avant leur savoir-faire, pour valoriser leur savoir-faire. Donc, en lien avec la thématique du jour, j'ai trouvé que cela aurait été intéressant de parler de son activité. Comme tu l'as dit, la semaine prochaine, nous ferons le deuxième volet. Donc, malheureusement, pris par le temps, ça n'aura pas lieu aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, à l'heure, nous présenterons Pikianga. Voilà, le public découvrira Pikianga. Monsieur Alain Andrea, je vous donne un mot de conclusion et un mot d'espérance. Oui, toujours, non, le transport, c'est un élément tout simplement important, de la solution. Mais la base de la solution, c'est l'humain. Il faut que les humains s'engagent, que les responsables s'engagent et montrent bien quel choix qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent continuer cet isolement ou est-ce qu'ils veulent prendre le risque avec nous d'avancer davantage dans la Caraïbe? De toute façon, je tenais, au nom de toute l'équipe, à vous féliciter déjà pour ces 30 ans et vous avez parlé d'action militante. Vous vous battez, ce n'est pas simplement une action professionnelle, vous avez parlé d'action militante. Donc, c'est-à-dire que ça fait un bon moment que vous vous battez pour... oui, je fais aussi de la formation aéronautique pour inciter des gens à se déplacer dans la Caraïbe. Je suis aussi instructeur. Et on salue aussi et on sait qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup donc, les services privés pour partir en vacances dans la Caraïbe. Un numéro de téléphone pour vous contacter. 06 90 72 02 87. Moins bien Brigitte ou Canal. Moins rapidement, ça marchera mieux. On dit ça moins rapidement. 06 90 72 02 87. Oui, c'est un monsieur de la Caraïbe, il va trop vite. Mais je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Brigitte aussi fait partie du monde caribéen avec nous. Oui, tout à fait. Dominique, mon cher Dominique, alors, dis-nous, justement, on va prendre rendez-vous à l'antenne pour le RSI. Et on a des gens là qui ont beaucoup de questions. Je sais. Et je te laisse donner ton actualité, ton numéro de téléphone. Alors, très rapidement, parce qu'on a parlé de la Caraïbe, je voudrais saluer l'excellent travail fait par deux maîtres de conférence, qui est Julien Mérillon et M. Fred Reynaud, qui font un excellent travail. Et tout. Je voudrais juste inviter nos téléspectateurs pour connaître un petit peu ce qu'on fait ici, comprendre un peu, de lire le livre d'Alain Plaisir, La conquête vers la conquête intérieure, la conquête intérieure de notre marché. Donc c'est une approche très, très importante. Et dire surtout que déjà le maire de Gourbert était très content de la qualité de notre travail samedi. Il m'a demandé déjà de programmer un grand oral justement ou un débat avec les futurs candidats aux législatives dans la 4e circonscription. Donc c'est dire que nous avons tenu notre pari et que c'était très bien. Eh bien, on va te faire une autre contre-proposition. Nous ne sommes pas maire, mais on va te faire une proposition. Organise d'autres grands oraux sur d'autres thématiques. Et nous chargerons justement d'être le relais et nous participons. Des entrepreneurs qui nous importent énormément. Voilà, c'est ça. Et la salle, juste une dernière chose, la salle est magnifique, Ludivine. Tout à fait. Salle de très belle salle, très grande, spacieuse. La salle des fêtes, elle est grande. Vraiment. À l'étage. Ouais. Pensez, mais pour finir. Pour conclure, on nous garde alentour nous avant nous regarder trop loin. Tout à fait. Alentour nous, la Caraïbe. Alentour nous. Ok, merci à vous tous, merci à Yann pour sa patience et puis son professionnalisme. Merci à Ludivine et personne n'a salué ma belle tenue, je suis obligé de le faire moi-même. Voilà. Mais je te l'ai dit, c'est vrai. À ma qualité de couturier, parce que c'est mon métier, j'ai noté justement. Voilà, merci. C'est très bien. Une artisane, une invitée en plus, C'est très une invitée douée. justement. Et en plus nous allons choisir la même couleur. Voilà. Family Développement sur Instagram. Vous verrez des tenues, c'est des compositions, d'accord. Donc vous lui donnez un thème et produit quelque chose. Très très bien. Très bien. Allez, à la semaine prochaine. Merci pour beaucoup. un autre thème, un autre sujet. Le sujet de la Caraïbe, on va le reprendre
mais avec beaucoup d'autres intervenants. Monsieur Andrea, je vous inviterai encore. Dominique aussi. Alain Plaisir. Alain Plaisir, tout à Très fait. bien. Oui, très bien. Voilà, merci bien. À la semaine prochaine. Merci. Bye bye. À très bientôt.